Bonjour tout le monde. Marhaba bikoum. Soyez les bienvenus. Buenas tardes, señoras, señores. Bienvenido. Donc, à ce Webayuno. C'est le deuxième du genre. On en a fait un en mai. C'est le deuxième. En fait, très rapidement, je vais vous expliquer un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, le CCIAE est en train d'expliquer un peu son action relative au travail que nous avons fourni, un travail que nous avons soumis au Premier ministre, un travail que nous avons appelé d'ajustement et de réforme de l'économie nationale. Et nous continuons notre action, comme nous l'avons promis. Donc, on va essayer à travers ces Webayuno, expliquer un peu ces ajustements et réformes qui reposent essentiellement sur trois axes. Donc, il y a le premier axe qui concerne, si l'on veut, le climat des affaires, assainir et améliorer l'environnement économique national. Le deuxième axe, c'est la libéralisation et l'internationalisation économique. Le troisième axe, c'est la structuration des marchés. Voilà, nos Webayuno vont tourner autour de ces trois axes. Dans le premier axe, il y a trois thématiques. La première, c'est celle d'aujourd'hui, donc le LFC 2020 et l'avenir fiscal algérien. Ensuite, la deuxième thématique, c'est déverrouiller la libre initiative et assurer la stabilité, la sécurité juridique. Et enfin, élaborer une stratégie industrielle. Voilà donc un peu comment allons-nous procéder. Chaque semaine, on en fait un Webayuno qui traitera d'une thématique. Sans trop tarder, je donne la parole à M. Jalil Loubert, le modérateur, qui va prendre en charge, si je puis dire, ce Webayuno. Bon Webayuno, à tout à l'heure. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend. Oui. Donc, bienvenue dans ce Webayuno sur la thématique de LFC 2020 et l'avenir fiscal algérien. Je tiens tout d'abord à présenter notre intervenant, M. Maher Zrami. Donc, une minute. Donc, M. Maher Zrami, qui est expert fiscal. Il a un DES Finance, option fiscalité en 1993. C'est ancien inspecteur des impôts et formateur dans le domaine des sciences financières et comptables, ayant déjà assuré des communications dans la matière à destination de la corporation en question. Donc, premier lieu, notre intervenant va nous détailler, expliquer un peu la LFC 2020. Donc, cher monsieur Maher Zrami, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Sur la LFC 2020. Merci, merci. Mesdames et messieurs, mes respects de l'après-midi. Donc, je tiens à remercier vivement mon ami Jamaldine Bouabdallah, donc président du CCI algéro-espagnol, nos collaborateurs Jalil et Dadir. Donc, pour cet espace dématérialisé, donc technologie de l'information, de la communication oblige, pour me permettre ce qui me permettra de parler de commenter la loi de finances complémentaire. Donc, cette loi de finances complémentaire intervient dans un climat caractérisé par une crise sanitaire, une crise économique et une crise sociale. Donc, elle met en évidence des moyens financiers dont le gouvernement a besoin pour mettre en œuvre son plan d'action. Elle apporte aussi des rectifications au titre des recettes publiques. Donc, sur la base de prévisions basées sur un baril à $30 au lieu de celui retenu initialement de $50. Elle révise à la baisse les dépenses d'investissement pour faire face à un déficit budgétaire important et récurrent. Enfin, elle traite de nombreux dysfonctionnements contenus dans différentes lois de finances et lois de finances complémentaires antérieures. C'est ainsi que je pourrais dire qu'elle abroge une trentaine d'articles de lois de finances antérieures. Donc, un commentaire détaillé vous a été diffusé, donc, qui reprend dans le détail
toutes les mesures introduites au titre de cette loi de finances complémentaire, s'agissant d'une matière technique. Au titre de cette communication, nous allons essayer de nous intéresser principalement aux mesures en relation avec l'entreprise, donc les mesures en relation avec l'investissement direct étranger et aussi avec l'investissement d'une manière générale. Enfin, en deuxième chapelet, on essayera de parler de l'avenir fiscal algérien. Donc, les mesures en relation avec l'entreprise, quelques mesures. Donc, revenus réputés distribués. Bon, il faut savoir que la loi de finances 2020 avait assimilé les bénéfices n'ayant pas fait l'objet d'une distribution dans un délai de 3 ans à des revenus réputés distribués d'office et donc taxés au taux libératoire de 15%. L'imposition s'appliquait avec effet rétroactif et donc touchait l'exercice 2016 et suivant. Donc, la présente loi de finances, c'est-à-dire loi de finances complémentaire 2020, abroge cette mesure, l'acte de distribution étant un acte de gestion propre à l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de distribution par acte de gestion par rapport à l'entreprise, il n'y a pas d'impôt de distribution. Donc, une deuxième mesure touchant l'entreprise, c'est l'élimination de la double imposition. Donc, il faut savoir que la loi de finances 2020 avait retenu l'imposition des dividendes versés d'une personne morale vers une autre personne morale. Si on va essayer de schématiser ça, donc 2 entreprises, personnes morales, la première entreprise supporte l'IPS de plein fouet, ensuite un impôt de distribution, ensuite ce dividende est incorporé dans les produits de la société mère qui va supporter une deuxième fois l'IBS et une quatrième fois l'impôt de distribution. Cette loi de finances complémentaire essaye d'éliminer directement cette double imposition. Il faut savoir aussi qu'avant, il y avait la technique du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal qui avait été abrogée, ça fait quelques années. Donc, troisième mesure, en relation avec l'entreprise, relèvement du taux d'IBS, retenir la source. Il faut savoir que les sociétés étrangères qui n'ont pas de siège permanent en Algérie, qui interviennent dans le cadre de l'exécution de contrats de prestation de services, sont passibles d'une retenue à la source de 24% qui s'applique sur un contrat en hors impôts et taxes. Je pense que c'est pour des raisons budgétaires, ce taux de retenue à la source de 24% qui comprend la TAP, l'IBS et la TVA est revu à la hausse pour atteindre les 30%. En outre, l'entreprise passible de ce régime dérogatoire peut prétendre au régime droit commun, c'est-à-dire relever du régime du réel. Un délai de 30 jours est accordé à ces entreprises à partir de la date de signature du contrat. Quatrième mesure, exonération des revenus du Grand Sud. Il faut savoir que la couronne de l'extrême sud bénéficie chaque 5 années, donc c'est une exonération qui est reprise, temporaire, qui est reprise chaque 5 années. Donc, une exonération de 50% au titre de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu, donc IRG et IBS. Ensuite, il y a aussi la taxe sur l'activité professionnelle. Cinquième mesure, exonération temporaire octroyée à destination des start-up, donc des sociétés innovantes. Bon, il faut savoir que la loi de finances 2020 avait introduit une exonération IBS, donc personne morale, et puis franchise TVA pour l'acquisition de biens. Donc, la loi de finances complémentaire se rattrape en citant expressément les impôts et taxes auxquels seraient imposables ces start-up. Donc, il s'agit de la taxe sur l'activité professionnelle, l'IBS si c'est une société, l'impôt sur le revenu global si c'est une entreprise individuelle et l'impôt forfaitaire unique s'il s'agit d'une petite start-up qui ne réalise pas un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions de dinars. Enfin, la franchise de TVA est permise pour ce genre d'entreprise. Enfin, il faut savoir qu'il s'agit d'une exonération temporaire de 3 années à compter du début de l'activité. Sixième et dernière mesure par rapport à l'entreprise, statut de conseiller en investissement. Bon. Il a été institué par mesure de loi de finances complémentaire le statut de chargé, le statut de conseiller en investissement participatif. Il s'agit de la création et gestion sur Internet de plateformes de conseil et d'investissement et de placement de fonds du public
dans des projets d'investissement. Donc, peuvent opter pour ce statut particulier les entreprises commerciales qui se sont constituées par rapport à ce service, les intermédiaires en opération de bourse et aussi les sociétés de gestion d'investissement. Il faut attendre un règlement de la COSOP qui viendra détailler les modalités et les conditions d'exercice de cette activité. Donc, en deux, les mesures fiscales contenues dans cette loi de finances complémentaire traitant de l'investissement direct étranger. Nous commençons par la fameuse formule partenariat 51-49. Donc, un principe général, toutes les activités de production de biens et de services est ouverte à l'investissement direct étranger sans obligation d'association avec une partie locale. Donc, c'est la règle générale. Chaque règle a une exception. Donc, l'exception à la règle, sont exclues les activités spéculatives. Nous considérons toutes les activités d'achat, revente comme étant spéculatives et donc ils sont situés hors champ d'application de cette mesure. Sont aussi exclus de ce régime spécifique les activités classées stratégiques qui sont définies par un article de loi de finances qui suit. Donc, c'est l'article 50. Donc, c'est l'article 50 de la loi de finances complémentaire. Donc, on va les citer à titre exhaustif. Donc, c'est l'exploitation du domaine minier et ressources souterraines ou superficielles, l'amont du secteur de l'énergie régi par la loi sur les hydrocarbures. Donc, deuxième type d'activité, les industries militaires et les industries en relation avec l'industrie militaire. En trois, les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports. Donc, en 5, nous avons l'industrie pharmaceutique. Une exception est faite par rapport à celle liée à des produits innovants à forte valeur ajoutée. Donc, nouveaux dispositifs ayant été introduits, il a été question de faire une opération de toilettage et d'abroger les dispositifs antérieurs. Il s'agit particulièrement d'abroger le dispositif de 2009 où le partenariat entre entreprises publiques et entreprises privées, donc publiques-privées, que ce soit des entreprises de droit algérien ou de droit étranger, une exigence de 34% de participation. Ce dispositif a été abrogé. Abrogation aussi du dispositif de financement de 2016 par rapport à l'introduction de ce nouveau dispositif. Donc, nous avons balayé un petit peu la règle, l'exception. Nous allons aussi nous attaquer au fameux process ou exercice du droit de préemption. Donc, l'ancien process de droit de préemption a été abrogé pour être remplacé par ce dernier. Donc, nouveau dispositif de cession de parts sociales et d'actifs. Toute cession de parts sociales par une partie étrangère à une autre partie étrangère du capital social est soumis à un accord du gouvernement. Par ailleurs, toute cession d'actifs d'une entreprise non résidente à une entreprise résidente est considérée comme étant une importation de biens et de services et donc elle est passible du contrôle de change. Donc la cession de ces biens équivaut à une importation de biens et de services. Il faut savoir aussi que pratiquement toutes ces mesures nécessitent l'élaboration de textes réglementaires. Donc, les autres mesures en relation avec l'investissement d'une manière générale. Donc, régime préférentiel à destination des sous-traitants industriels. Donc, 3 activités sont visées par ce dispositif. C'est l'industrie mécanique, l'industrie électronique et l'industrie électrique. Donc, les sous-traitants intervenant dans l'industrie mécanique, électronique, électrique bénéficient d'un régime préférentiel qui consiste en des exonérations de droits de douane et de TVA pour une durée de 2 années renouvelable. Bon, ces sous-traitants, c'est des agents économiques qui agissent ou qui traitent des composants et matières. Donc, pour en faire des produits et des sous-produits, donc pour en faire des ensembles et des sous-ensembles. Donc, les intrants de ces agents économiques sous-traitants seront exemptés
de droits de douane et de TVA. Une autre condition par rapport à ces avantages, c'est que ces produits ils doivent être destinés à des industriels qui exercent les 3 activités stratégiques qui viennent d'être citées. L'avantage fiscal est aussi octroyé en ce qui concerne la maintenance des équipements de production et en ce qui concerne la production de pièces de rechange. Donc, ça, c'est un nouveau dispositif qui nécessitera aussi la publication d'un texte réglementaire. Donc, passons les sous-traitants. Donc, un régime préférentiel est accordé en 2 temps, donc 2 régimes, par rapport aux industriels qui s'adonnent à ces 3 types d'activités, donc électrique, mécanique, électronique. Donc, une exonération de droits de douane et de TVA dans le cadre de l'achat de matières premières par ces industriels destinés à ce genre d'activité. Condition sine qua non, un cahier de charge, un taux d'intégration. Ces industriels, ils peuvent aussi acquérir les sous-ensembles qui ont été produits par les sous-traitants. Donc, s'ils font leur acquisition au niveau de ces sous-traitants, ils sont aussi exonérés de droits de douane et de TVA. Donc, les conditions sine qua non, c'est que les matières acquises ou importées doivent être portées sur une liste quantitative qui devra être jointe à la décision d'évaluation technique qui sera remise par le ministre de l'Industrie et qui sera par la suite communiquée à l'administration fiscale et l'administration douanière. Là, c'est le premier régime, donc qui consiste pour ces agents économiques à acquérir de la matière première pour en faire des produits finis dans le cadre de ces activités ou acquérir au niveau des sous-traitants ces sous-ensembles, ces ensembles et ces sous-ensembles. Le deuxième régime consiste à ce que ces agents économiques achètent localement ou achètent via l'importation des sous-ensembles ou des ensembles. Donc, comme cela avait été dit, on peut acheter ces ensembles ou ces sous-ensembles au niveau des sous-traitants, on peut les confectionner soi-même, comme on peut les importer. Alors, dans le cadre de l'opération d'importation de ces sous-ensembles ou sous-ensembles, un avantage est accordé, il s'agit de l'application du taux de droit de douane réduit, donc 5%. Il y a lieu d'appliquer aussi une TVA au taux de 19%. Ma lecture personnelle par rapport à cet article prête à équivoque. Je pense que s'agissant d'un avantage fiscal ou d'un régime préférentiel, je pense qu'il devrait s'agir du taux de droit de douane de 5% et du taux de TVA de 9% et non pas de 19%. Tout compte fait, la circulaire d'application ou le texte réglementaire va clarifier ce point. Donc, disposition commune aux 2 régimes. Donc, par rapport à cet article, en principe, les 2 régimes qui ont été cités, ils sont indissociables. Donc, c'est un paquet indissociable, c'est-à-dire il faut être producteur, il faut respecter le taux d'intégration, il faut avoir son cahier de charge, il faudrait acheter de la matière première pour confectionner des produits finis, il faudrait acheter des intrants semi-finis au niveau du sous-traitant pour pouvoir prétendre à cet avantage. Donc, les modalités aussi d'application de ces mesures seront faites par texte réglementaire. Donc, par rapport à ce nouveau processus, donc l'origine, c'est pratiquement le ministère de l'Énergie, les dispositifs antérieurs ont été abrogés. Bon, une dernière mesure, c'est la délocalisation de chaînes de production. Bon, pour moi, c'est une bonne mesure, dans la mesure où elle permet l'entrée en territoire de chaînes de production rénovées, des chaînes et équipements de production rénovés. Ainsi, donc c'est un paragraphe qui est rajouté à l'article, que je n'arrive pas à expliquer, ainsi que les marchandises et les articles d'équipement neufs. Donc, comme il y aura un texte réglementaire, les questions pertinentes qui peuvent être posées seront clarifiées par rapport à ce texte réglementaire. Toujours est-il
par rapport à cette présentation, à ce commentaire, ce que je pourrais dire par rapport à ce dispositif. Donc, il s'agit de chaînes d'équipement rénovées. En principe, il se doit d'exiger des certificats de garantie. Un certificat de garantie qui sera réclamé par l'administration des douanes. Pour avoir ce certificat de garantie, donc c'est la remise à neuf. Il faut savoir que ces chaînes de production, de l'autre côté de la mer, c'est des chaînes qui ont été amorties. S'ils ont été amortis, leur valeur nette comptable est égale à zéro. Leur valeur vénale, en principe, n'est pas bonne. Donc, pour pouvoir rénover ces chaînes de production, il va falloir démonter la chaîne, la rénover, la remonter, délivrer le certificat de garantie pour pouvoir l'exporter vers l'Algérie. Et c'est ce certificat de garantie qui peut permettre l'entrée en territoire. De deux, il faudrait qu'il y ait une évaluation claire, nette et précise suivant la juste valeur de cet investissement pour qu'on puisse éventuellement payer les droits de douane. Par rapport à la deuxième phrase qui a été rajoutée lors de la rédaction, donc on a la permission d'entrer en territoire de ces chaînes rénovées et dans l'article il est écrit ainsi que les marchandises et articles d'équipement neufs. À ma connaissance, vous me corrigez si je me trompe, les marchandises et les articles d'équipement entrent le plus normalement du monde dans le territoire national. Je ne vois pas pourquoi ce paragraphe vient grever cet article. Sauf si, je dis bien, sauf si il s'agit de marchandises ou d'articles qui viennent aider à la rénovation de ces chaînes de production rénovées. Donc, chaîne rénovée, donc précision. L'investisseur algérien pourra sans doute prétendre aux avantages fiscaux ANDI, donc Agence de développement de l'investissement, pour pouvoir bénéficier du taux réduit et pour pouvoir faire entrer ces biens en franchise de TVA. Donc, abrogation, bon, il y avait un article qui parlait de ces chaînes rénovées dans des conditions draconiennes qui existaient depuis l'année 1994, qui viennent d'être abrogées par les dispositions de cette loi de finances. Donc, j'ai terminé un petit peu les mesures en relation avec l'entreprise, l'investissement direct étranger et l'investissement d'une manière générale. Beaucoup de mesures traitant de l'impôt sur la fortune, traitant de l'impôt forfaitaire, traitant de taxes et d'impôts et de TVA qui n'ont pas été traités, mais qui figurent dans le documentaire qui vous a été présenté. Je donne la parole à mon ami Djelil. Merci beaucoup, Mahrez, pour ces explications et ces éclaircissements. Je vais rebondir un peu sur Hafid, que je salue au passage, concernant le déroulement, bien évidemment, de ce Webayuno. Au début, j'aurais dû effectivement peut-être donner une sorte de cascade de comment allait se dérouler ce dernier. Donc bon, là déjà, on est après le détail et la définition et l'explication de la LFC 2020 sur certains points. Juste après, nous allons passer à des questions-réponses que je vais reprendre, moi, de nos participants, que je vais bien sûr transmettre à notre expert intervenant d'aujourd'hui. Toutefois, c'est Mahrez, je voudrais juste avoir votre avis, votre vision, prenant acte de votre expérience avérée. Ces derniers jours, nous avons vu beaucoup d'articles passer sur la presse écrite notamment, beaucoup d'interventions d'acteurs économiques concernant la refonte fiscale algérienne, comment cela allait passer, etc. Donc, je souhaiterais avoir votre avis, votre commentaire sur ce sujet et bien évidemment voir comment voyez-vous l'avenir fiscal algérien. Une crise économique, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise politique. Il faut réagir.
l'urgence étant signalée. La chute de la fiscalité pétrolière et des recettes publiques sont des signaux forts devant inciter à réformer la fiscalité ordinaire. L'avenir, c'est la fiscalité ordinaire, ce n'est pas la fiscalité pétrolière. La fraude fiscale, tout le monde parle de cette fraude fiscale. La fraude fiscale est un phénomène qui gangrène les finances publiques. Elle crée une situation de rente. La rente, vous savez, c'est un gain non justifié par une valeur ajoutée économique. La fraude fiscale expose l'ensemble macroéconomique et l'entreprise à des crises systémiques graves, dont une concurrence déloyale. La conformité et l'optimisation fiscale, certes, sont des concepts tolérés en fiscalité. Il n'y a pas d'impôt juste. Par contre, la planification fiscale agressive, c'est de l'évasion fiscale par excellence. La réforme fiscale algérienne, mon ami, date des années 90. 30 années après. En 30 années, les gens, je pense qu'en 10 années, en 30 années, on aurait fait 2 réformes ou 3 réformes. Une réforme chaque 10 années. Donc la réforme fiscale algérienne date des années 90. 30 années après, l'environnement a complètement changé. Les codes fiscaux algériens, nous avons 5 codes fiscaux, les codes fiscaux algériens ont été complètement dénaturés par des dizaines de milliers de mesures de lois de finances et de lois de finances complémentaires. Et même par des dispositions non codifiées. Une réforme de ces codes s'y impose, en assurant par la suite la sécurité juridique tant espérée et puis qui fera plaisir à notre environnement des affaires. De ce qui précède, une réforme structurelle, là je parle d'une réforme structurelle, s'y impose de fait qui n'est plus un choix, mais une nécessité absolue, l'urgence étant signalée. Si vous me dites comment je vois l'avenir fiscal algérien, je vous répondrai de la manière suivante. L'avenir fiscal algérien, je vois l'avenir fiscal algérien à travers la fiscalité ordinaire, dont une TVA qui procure l'essentiel des recettes budgétaires. L'avenir fiscal, monsieur, c'est une réorganisation de l'administration fiscale, au niveau central, au niveau local. L'avenir fiscal, mon ami, c'est une évaluation de la pression fiscale, une évaluation de la dépense fiscale, une évaluation de la fraude fiscale, une évaluation de l'informel, pour ne pas naviguer à vue. L'avenir fiscal, c'est un élargissement de l'assiette, une révision à la baisse des totaux qui abattent les totaux. L'avenir fiscal, mon ami, c'est plus de moyens pour juguler l'informel, la fraude et l'évasion fiscale. L'avenir fiscal, mon ami, c'est le management du personnel, la promotion de cadres par compétence et égalité de chance. L'avenir fiscal, mon ami, c'est la bonne gouvernance, le management via l'approche des processus de M. Hans Hindenburg. C'est la maîtrise du pilotage stratégique, mais aussi du pilotage opérationnel. L'avenir fiscal, monsieur, c'est la recherche et la collecte de l'information fiscale. Il s'agit de la recherche interne et externe. Et le croisement de ces informations via des systèmes d'information intégrés, fiables et efficaces. L'avenir fiscal, mon ami, c'est l'équité devant l'impôt, le respect du droit du contribuable, une vraie écoute de ce contribuable qui n'est plus un client, mais qui est un partenaire. L'avenir fiscal, mon ami, c'est redonner à l'administration fiscale sa souveraineté dans le cadre de l'exercice de sa mission régalienne. C'est externaliser les expertises, c'est impliquer les compétences nationales, c'est impliquer l'agent économique, c'est impliquer la société dans cette réflexion par rapport à cette réforme qui va nous permettre d'adhérer et de payer nos impôts. Là, en conclusion, l'avenir fiscal, mon ami, mes amis, c'est surtout écrire, communiquer une vision par des leaders. Vous pouvez me dire comment réaliser cette réforme fiscale. Je vous répondrai le plus normalement du monde en vous demandant de vous référer à M. John Kotter dans son livre « La gestion du changement ». La gestion du changement, c'est quelque chose qui est bâti sur des étapes. Une organisation peut être refaite. Il faut avoir une vision. Il faut gérer, il faut communiquer cette vision. Il faut gérer la résistance. Il faut provoquer l'urgence. Il faut bâtir sur la réussite. Ce n'est pas facile, certes, mais on peut le faire.
Manager ce changement ne peut se faire, d'après moi, qu'à travers trois organismes. On peut éventuellement créer une direction de modernisation. On peut éventuellement créer une agence de modernisation. Il faut éviter de créer une task force ou un comité de pilotage. Je ne sais pas si ma réponse est bonne, mais c'est la langue du cœur. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ces commentaires très justes pour ma part. C'est l'impression que j'ai. Donc, si vous permettez tout le monde, nous allons passer aux questions. Donc, il y en a pas mal qui sont en train de dérouler là sur le fil d'actualité que je suis en train de voir. Donc, nous avons une première question qui est de Monsieur Brahim Benabnabi. Est-ce que ça suppose uniquement les RC activités qui commencent par 1 et 6? Donc, je pense que ça revient au tout début hein, par rapport à la LFC. Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Rami. Pas bien la question. Pardon? Si vous pouvez. Alors, la question, je vous la lis comme je la vois. Oui. Est-ce que ça suppose uniquement les RC activités qui commencent par 1 et 6? Donc c'est par rapport à mon commentaire. Tout à fait. Donc, ce qu'on a fait, donc, comme un support pédagogique, vous savez, il y a cette loi de finances complémentaire c'est une loi de finances complémentaire, donc c'est une loi de finances qui vient régulariser la loi de finances 2020. Elle comporte 70 articles. Elle abroge 30 articles antérieurs. Et puis, plus grave, elle comporte 15 articles importants qui nécessiteront des textes réglementaires qui ne paraîtront pas demain. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'extirper les mesures en relation avec l'entreprise. Je n'ai pas sciemment voulu vous parler de l'impôt sur la fortune. Donc, je n'ai pas voulu parler de l'évaluation du revenu du contribuable personne physique suivant son train de vie. Je n'ai pas voulu parler de l'impôt forfaitaire unique. Je n'ai pas voulu parler des professions libérales qui ont été versées dans de nouveaux régimes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai préféré regrouper les mesures qui intéressent l'entreprise et puis je suis disponible pour pouvoir vous faire un commentaire technique, complet, mais qui prendrait au moins une journée. D'accord. Donc, toujours une question de la même personne, Brahim Ben. Oui. Alors, Oui. la loi 4951, est-ce qu'elle est Oui. déjà fonctionnelle? C'est-à-dire, est-ce que oui. la 4951, le fait qu'elle soit appliquée, donc en règle générale, la loi, oui, je réponds. Supposons que maintenant, je dois amener un investisseur étranger. Est-ce que c'est opérationnel directement ou est-ce qu'il y a toujours des blocages? Oui. Le principe général, bon, le code fiscal il faut savoir que le code fiscal est un code autonome. Il y a le principe d'autonomie du droit fiscal par rapport aux autres législations. C'est-à-dire, nous avons notre propre raisonnement par rapport à notre propre matière qui puise un petit peu ses sources de la Constitution. Donc, mais grosso modo, la loi est applicable 24 heures après sa diffusion. Et donc, vous allez me dire, est-ce que cette loi est rétroactive ou non? Je vous dirai que c'est à l'administration par rapport au droit fiscal qui va se prononcer. Donc, moi, si aujourd'hui, je veux faire un partenariat, par rapport qui remplit les conditions édictées, c'est ouvert. Donc, elle est applicable. D'accord. En fait, oui. Je reviens juste, on va essayer de faire rapidement, je reviens à la première question. Je pense on n'avait pas fait le lien, enfin, moi, je n'avais pas fait le lien. Attendez. Oui. La personne voulait dire qu'elle parlait de la règle 4951 et de la définition de la production. Et ce qu'on parle de production pour les règles 4951, les codes d'activité qui commencent par 1 Ah oui, ok. Oui. Alors, en réponse, ce que je pourrais dire, c'est-à-dire pour les pouvoirs publics, l'achat-revente est une activité spéculative. Donc,
de prime abord, les opérations d'achat-revente sont exclues de ce dispositif. Donc, s'il y a partenariat entre deux agents économiques, c'est la règle 51-49 qui s'applique. D'accord. Très bien. Donc, nous avons une question de Monsieur Jameldine Bouabdallah. Oui. Donc, je vais revenir dessus. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du financement extérieur des projets en Algérie? Les avantages octroyés. Bon, par rapport aux avantages, donc en tête, j'ai déjà l'agence de promotion de l'investissement. Donc, deux régimes, le code de l'investissement a été revu il y a 2 ou 3 années. Donc, par rapport à l'attraction de l'IDIE. Donc, l'investissement étranger, c'est un petit peu deux régimes dérogatoires ou deux régimes préférentiels, le régime droit commun et le régime de la Convention. Donc, c'est des exonérations de 3 à 5 ans, c'est des exonérations qui peuvent arriver à 10 ans par rapport à la Convention et par rapport à l'emploi de personnel dépassant un certain nombre. Les avantages, c'est l'exonération. Pardon, c'est pas Oui, les avantages, davantage la question. vous reformulez votre question, s'il vous plaît. Voilà, la question c'est davantage, pas des avantages. Oui, Est-ce que vous pouvez nous oui. parler davantage du financement extérieur des projets en Algérie? Pas avantage, davantage en plus. Oui. Bon, les financements. Donc, bon, il faut savoir donc un petit peu situer un petit peu le sujet. Donc, l'investissement direct étranger veut pénétrer un petit peu l'Algérie. Donc, la première des choses à voir, moi, je m'intéresserai à la convention fiscale, s'il y a convention fiscale signée avec ce pays. 2, je m'intéresse aussi s'il y a un accord bilatéral signé avec ce pays. Il n'y a que ces 2 documents qui peuvent, il y a un autre code aussi, code d'investissement, il n'y a que ces 3 documents qui peuvent donner de l'information par rapport à ce financement extérieur. Ce qui est obligatoire, c'est que les entreprises qui veulent pénétrer l'Algérie pour pouvoir participer avec un agent économique algérien ou rentrer seul, donc le capital doit passer par circuit bancaire et puis être abrité dans un compte algérien. Par rapport à d'autres informations, je pourrais revenir vers vous par la suite. La question est pertinente et nécessite une petite recherche. Très bien, parfait. Donc, de toute façon, je tiens à rassurer les participants que ces questions-là sont archivées et les questions dans lesquelles on n'a pas trop détaillé, on reviendra dessus et on enverra les réponses. C'est ce que vient de promettre notre cher intervenant. Nous avons une question aussi de notre ami Hafid Temassine. Alors, est-ce que les dividendes d'une opération exportation sont exonérés? Les dividendes d'une opération d'exportation, bon, en règle générale, les sociétés, je dirais sociétés qui s'adonnent à des opérations d'exportation, en principe, ils ont l'exonération TVA, donc la TVA est taxée au taux zéro pour qu'on puisse leur permettre de pratiquer la déduction. La TVA, c'est la règle du pays, c'est la règle de pays de destination, donc il n'y a pas de TVA. Donc, c'est exonéré en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires n'est pas grevé de taxes sur l'activité professionnelle. Il y a aussi l'exonération d'impôt sur le bénéfice des sociétés. L'impôt de distribution, quant à lui, est un impôt sur le capital qui va bénéficier à l'actionnaire. Et par voie de conséquence, cet impôt de distribution demeure passible à l'impôt de distribution. Donc, ma réponse est que cet impôt de distribution est passible de l'impôt sur le revenu global. D'accord. Donc, continuité, c'est-à-dire… C'est la société qui est exonérée par l'associé. Hein. Oui. Mais cet associé conserve la latitude de faire une augmentation de capital, par exemple. D'accord. Et éviter la distribution. Très bien. Dans la continuité,
Oui. Toujours la même question. Le financement extérieur, est-ce que les financements rémunérés sont autorisés? Les financements rémunérés sont autorisés. Donc, la fiscaliste que je suis, modeste contrôleur des impôts que je suis. On parle de financement extérieur. Hein, Oui, oui, financement extérieur, oui, 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 oui. Donc, là, par rapport aux infractions au prix de transfert, par rapport aux infractions au prix de transfert, par rapport à la documentation de transfert, dans le cadre de l'exercice de ces activités, l'administration fiscale où les systèmes fiscaux algériens sont déclaratifs, la contrepartie étant le contrôle, donc le corollaire du système déclaratif, c'est le contrôle. Dans le cadre de l'intervention de sociétés étrangères, il a été question de taxer ou de reprendre en imposition ou de considérer que le flux financier entre ces filiales, ces groupements, avec leur démembrement en Algérie, sont considérés comme étant des emprunts et donc produisant des intérêts et donc passibles de l'impôt. C'est tout ce qu'il y a fiscalement par rapport à la question qui vient d'être posée. Mais la question par rapport à ce qu'on accepte, à ce qu'il y ait des financements de l'extérieur, donc la pratique, beaucoup d'entreprises s'adonnent à des pratiques un petit peu que je qualifierais de planification fiscale agressive. Donc c'est l'abandon de créances. Donc je te prête de l'argent, je prête de l'argent à ma fille algérienne, je suis une société non résidente, je prête de l'argent à ma fille algérienne, par la suite, je procède à un abandon de créances. L'abandon de créances, est-ce qu'il est toléré par la législation fiscale algérienne ou non? Il y a débat. Est-ce que c'est un acte? C'est autorisé. Donc c'est-à-dire par rapport au fiscal, par rapport à la matière fiscale, il y a débat. Il y a débat. Il y a débat. Parce que dans le cadre d'une relation entre une société. Oui. Allez-y. Je dis, c'est pas clair, c'est pas précis, c'est-à-dire. C'est pas précis, c'est pas clair, oui. D'accord. Oui. Ce que je voulais dire, pratiquement, ces 15 articles de la loi de finances complémentaires qui sont du moins intéressants, ils nécessitent guère des textes réglementaires. C'est cité expressément dans la loi de finances. Pour l'application, les modalités, les conditions seront précisées par texte réglementaire. Moi, ma frustration et ma peur, c'est quand est-ce que je verrai ces textes réglementaires. Introduire une notion, une loi de finances. C'est-à-dire il y a une loi, mais quant à son application, c'est des textes réglementaires. Pourra changer complètement la donne. Ah oui, moi je déteste cette manière de procéder. Où je réfléchis, c'est ce qu'on appelle l'engineering d'une mesure. Où je procède à un engineering à 100%, où cela, il y a introduction d'un principe, et dans le cas pratique, et dans la pratique, il y aura une infinité de cas. Et on va admettre que la solution va un petit peu casser le principe de la loi, pourrait éventuellement casser le principe de la loi. On attendra ces textes alors. Ah ouais, 15 textes d'application. Hein. D'accord, ok. On a une question, on va passer à la question de M. Mohamed Chakal. Alors, vous avez abordé le volet réforme fiscale qui doit s'échelonner dans le temps. En attendant, comment allons-nous exercer avec le système fiscal abrogé? Je commencerai par passer le bonjour à mon ami Chakal. Et puis, je vais essayer de répondre à cette question. Oui, la réforme fiscale, fonctionnelle et structurelle est... Monsieur Lamy, des réponses un peu concises, parce qu'il y en a beaucoup, hein, les questions. Oui, je réponds rapidement. La réforme fiscale structurelle et fonctionnelle étant une nécessité absolue. C'est une question de vie ou de mort. L'urgence ayant été signalée. Donc, pour gérer un petit peu la situation provisoire, on va faire un peu de benchmarking. Donc, on va essayer de copier les Brésiliens.
comment le Brésil est un pays émergent. Alors, comment il a procédé pour faire sa réforme fiscale? Donc, c'est arrêter l'utilisation de tout son système fiscal, gérer l'impôt par une retenue à la source, un impôt forfaitaire pour 3 ans, pour tout le monde, un impôt forfaitaire pour 3 ans pour tout le monde, en attendant l'engineering d'un nouveau système fiscal. Et puis le démarrage se fera en même temps avec une amnistie fiscale. La réponse est claire, nette et précise. D'accord. Très bien, parfait. Je passe à la question de notre ami Sahbi Atmani. Alors, c'est une question qui vous est adressée directement. Est-ce que, techniquement, vous avez des solutions concrètes pour l'inclusion et la lutte contre l'informel? Oui, bon. Fut un temps où j'ai été sous-directeur de la lutte contre la fraude fiscale. Donc, bon, il faudrait commencer par le commencement. Le commencement, c'est évaluer la fraude fiscale. Bon, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas d'interlocuteurs qui peuvent faire ce travail. Bon, ma recherche ayant été poussée par moi-même, il y a 2 méthodes pour évaluer cette fraude fiscale. Si je parle de fraude fiscale, je parle éventuellement de l'informel. Parce que derrière l'informel, il y a l'informel, il y a fraude fiscale, il y a blanchiment de fraude fiscale. Ça fait travailler des gens, mais on est censé travailler la chose par la suite. Donc, évaluer cette fraude fiscale, il y a la méthode des statistiques, c'est l'échantillonnage, il y a la méthode macroéconomique. Donc, au jour d'aujourd'hui, personne n'a de chiffres. D'autant plus que ces phénomènes, c'est des phénomènes immensurables. Le Rachid Daribi, Dhahira Khafiya, donc la fraude fiscale est un phénomène immensurable, on ne peut l'approcher, donc on ne peut le mesurer. Donc, première des choses à faire, c'est évaluer évaluer cette fraude fiscale, donc chiffrer cette fraude, étudier le tissu fiscal. Et puis, ce qui est la nécessité des nécessités, c'est de procéder rapidement à cette réforme fiscale tant attendue. Notre réforme fiscale date des années 90, la typologie de la fraude. Bon, j'arrive à identifier la typologie de la fraude, mais elle est sans cesse mutante. Donc, on ne va pas s'amuser à faire la guerre comme le chat et la souris. Donc, si j'arrive à définir la typologie d'une fraude, vous savez, les fraudeurs, ils se réorganisent dans une semaine en usant d'un autre superfuge. Donc, la réforme fiscale. Autre chose, par rapport à l'organisationnel, la fraude fiscale, c'est l'affaire de tous. La fraude fiscale, c'est l'affaire de tous. J'avais dit que la fraude fiscale, elle cassait tout le cadre macroéconomique. Elle provoquait une situation de rente et elle cassait la concurrence. Donc, par rapport à cette fraude fiscale, il ne suffit pas de prévoir des mesures un petit peu, des mesurettes par rapport à des lois de finances. Il faudrait avoir le courage de commencer par la réforme organisationnelle. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un service qui a été créé il y a quelques années, le service des investigations fiscales. Ce service des investigations fiscales est un service qui est compétent pour faire du contrôle fiscal au niveau national. C'est un service qui se charge de la collecte de l'information fiscale. C'est un service qui détermine la typologie de la fraude. C'est un service qui va initier les autres services par rapport à cette contractualisation ou cette mutualisation du savoir. Mais, donc, pardon, mais c'est-à-dire concrètement, par rapport à l'informel, est-ce qu'il y a, bon, j'ai bien entendu que c'est la réforme fiscale du code fiscal qui doit être complètement revue, on est d'accord, mais est-ce qu'il y a des solutions? Je vous donne une solution. Je vous donne une solution qui a été prévue par une mesure de loi de finances. La solution est la suivante. On va se rapprocher de ces gens-là qui sont dans l'informel. On va leur demander d'ouvrir un dossier fiscal, de payer de l'impôt d'une manière dégressive, d'une manière progressive plutôt, pour ne pas dire bêtise. Donc, payer de l'impôt d'une manière progressive, c'est-à-dire, première année, il paye 10% de ses cotisations, deuxième année, 20%, il aura la couverture sécurité sociale et puis il démarrera. Donc ça, c'est une mesure qui n'a pas donné de résultat. Il y a, par rapport au pays, qui est appliqué mais qui n'a pas donné de fruits.
C'est quoi? Donc, c'est pas une solution en soi. Ça, c'est une solution, c'est une mesure fiscale qui a été introduite, mais qui n'a rien donné. Dans l'informel, c'est un petit peu compliqué. Je pourrais dire autre chose en parlant de benchmarking. Moi, je termine avec une deuxième mesure qui avait été. Donc, ce que j'avais proposé, ce que je propose par rapport à cette communication, c'est de faire intervenir d'autres acteurs. Vous savez, en Europe, ils ont les GIR, des groupements d'intervention régionaux. Ces groupements d'intervention régionaux, c'est des brigades qui relèvent. Il y a un représentant des impôts, un représentant du commerce, un représentant des douanes et un représentant de la police judiciaire. Donc, ces groupements d'intervention régionaux, ils travaillent sous l'égide d'un juge, d'un magistrat, et puis ils vont essayer de s'attaquer à cette fraude. Donc, c'est du faisable. Donc, autre chose. Donc, dans tout le système. Allez-y. Alors, nous avons une question de Mohamed Rezouk. Oui. Il existe un principe simple, l'impôt pour être payé n'est pas nécessaire d'être juste, mais équitable. Pensez-vous que notre système fiscal l'est, tout simplement? Est-ce que vous pensez que notre système l'est? Sauf le principe général, c'est qu'il n'y a pas d'impôt juste. Il n'y a pas d'impôt juste. Donc, tous les gens essayent bien que mal de faire de l'optimisation. L'impôt doit être équitable. Donc, évaluer un impôt, pour pouvoir parler d'équité, il faudrait commencer déjà par évaluer notre système fiscal. Nous avons un Conseil supérieur de la fiscalité, dont les membres ont été nommés. Je voudrais bien avoir quelques rapports, peut-être qui ont été produits par cette commission supérieure chargée de la fiscalité. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que des patriotes, il y en a. De la compétence, il y en a. Il suffit qu'il y ait une bonne volonté politique. Il suffit qu'il y ait une adhésion à cette vision par tout le monde. Il faudrait qu'il y ait des leaders pour qu'on puisse initier et amener ces gens-là à pouvoir rentrer plus formel. Vous savez, ce que je pourrais vous dire, c'est que une anecdote. Vous savez, du temps des années 57, on prend par exemple un fonctionnaire comme moi, qui a un F3, qui a 5 enfants, et qui a épargné et qui voudrait acheter un M6. Vous savez, s'il présente une attestation de réemploi, il est exonéré de tout impôt, droit et taxe, même sur l'impôt sur le capital. Donc l'équité, les articles, les mesures, on pourrait éventuellement réfléchir à des dispositifs pour pouvoir amener ces gens-là à rentrer dans le formel. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est ma réforme fiscale. Quand je vais réfléchir ma réforme fiscale, le démarrage de cette réforme fiscale, je mettrai le calendrier à zéro. C'est-à-dire, je déciderai d'une amnistie fiscale et on démarrera le compteur à zéro pour tout le monde. D'accord, très bien. Oui. On passe à une autre question de M. Mahrez Aït Belkacem. Oui. Alors, c'est concernant la LFC. Oui. C'est deux questions en une, en fait. Oui. Définition fiscale, entre guillemets fiscale, de start-up en Algérie. Oui. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'une activité spéculative qui, pour la grande distribution et les activités complémentaires d'importation pour revendre en l'État? Oui. Donc, pour les start-up, vous savez, c'est un concept qui est nouveau. C'est un concept qui n'est pas encore défini par la législation algérienne. Tout à fait. Donc, on pourrait emprunter un petit peu des choses. Moi, je pensais que c'était des sociétés innovantes, mais des sociétés qui intervenaient que dans le domaine de technologie de l'information et de la communication. On m'a dit que non. On m'a dit que non. Donc, même entre collègues, entre fonctionnaires, on se bagarre un petit peu par rapport à une définition
légale qui n'a pas encore été faite par les pouvoirs publics. Donc, il faudrait, je propose, à ce qu'une définition légale puisse être donnée à cette notion. Pour ce qui est des activités spéculatives, il faut savoir que, comptablement parlant, si je me réfère un petit peu à la comptabilité, l'achat-revente, on parle de marge brute, on parle de marge sur vente, marge sur achat. Par rapport aux actes de production et de services, on parle de valeur ajoutée. Donc, toutes les activités qui ne procurent pas de valeur ajoutée, c'est des activités spéculatives. Donc, la réponse est un petit peu claire. D'accord. Nous allons attaquer la dernière question parce qu'on est pris un peu par le temps. Je pense qu'on est resté un peu plus d'une heure. Alors, c'est une réponse de notre ami Sahbi Atmani. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que sur les produits de grande consommation, si on viendrait à faire payer tout le monde, l'ensemble des acteurs de la chaîne, on parle, Oui. d'accord, on produira une inflation de 25% sur les prix consommation. Donc la question, donc, bon. La question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? La question n'est pas, c'est-à-dire, j'arrive pas à absorber un petit peu la question. Oui, avec plaisir. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que sur les produits de grande consommation, si on viendrait à faire payer tout le monde, j'ouvre la parenthèse, ce qu'on entend par tout le monde, l'ensemble des acteurs de la chaîne, oui, on produira une inflation de 25% sur les prix de consommation. Bon, le chiffre, il faudrait le démontrer. 25%. Non, le chiffre, je dis, le chiffre, il faudrait le démontrer. Donc, si on parle de consommation en aval, donc moi, l'impôt par excellence par rapport à la consommation, c'est pratiquement la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt sur la consommation, impôt sur la dépense. L'agent économique étant un redevable réel, légal. Donc le redevable réel, c'est le consommateur. Donc moi, je suis de ceux qui disent qu'il faudrait élargir l'assiette pratiquement à toute opération, toute prestation et tout service, sauf ce qui est social. Donc, par rapport au prix, le paramètre fiscal trouve un petit peu, le paramètre fiscal est un élément à prendre en considération. Le paramètre qui intéresse beaucoup nos agents économiques, c'est pratiquement la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle. Pratiquement tous les agents économiques étaient pour l'élimination de cette taxe par rapport à sa rémanence. Elle est amenée à disparaître de toute façon. Non, avant d'éliminer cette taxe, il faudrait trouver quelque chose à sa place. Vous savez, cette TAP, c'est une taxe qui alimente pratiquement les communes et les API. Si on essaie de copier un petit peu, faire ce que les autres ont fait, c'est une taxe qui a été chopée de la législation française, donc on a hérité une législation fiscale française. Donc, quand les Français avaient abrogé cette taxe professionnelle, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Tout compte fait. Ils avaient enlevé la taxe professionnelle, mais ils avaient introduit deux taxes. Une taxe sur le tissu industriel, c'est-à-dire le tissu industriel, quand le tissu industriel était passible d'une taxe professionnelle, donc une première taxe. Une deuxième taxe, c'est une taxe spéciale quand la valeur ajoutée de l'agent économique producteur dépassait un certain seuil. Donc, il ne faut pas être plus royaliste qu'un roi. Donc, les Français, quand ils avaient éliminé cette taxe professionnelle, ils l'avaient remplacée par deux taxes. Et ces deux taxes, il faut rentrer au budget de l'État plus que cette taxe faisait rentrer au trésor algérien. Bon, si je dis que cette taxe professionnelle est déductible fiscalement, j'atténue un petit peu la chose. Si je dis que beaucoup d'intrants ont été acquis sans TAP, si je dis que dans le cadre de la vente en gros, il y a de la réfaction, donc si je prends en considération que le taux de la taxe a déjà été révisé à la baisse,
Donc, ma foi, je dirais que dans cette nouvelle réforme fiscale, je m'engagerai, si je serai parmi cette équipe qui va réfléchir à cette réforme fiscale, je vais tout faire pour éliminer cette taxe. Est-ce que vous êtes content? D'accord. Je vais juste me permettre moi-même de poser une question Oui, j'avais pas reçu. Donc, Mohamed Melata pose une question toute simple, oui. pour la faire court, comme on dit. Est-ce que les sociétés commerciales étrangères ont un avenir en Algérie? Donc, est-ce que les sociétés Entreprises. commerciales, bon, je pense que s'il y a, à partir du moment, moi, si je raisonne par rapport au traité signé avec les Africains de vente sans droit de douane, la zone Oui, mais douanière en africaine. général, pas en particulier. Ah, ben, pour l'instant, je pense que si, parce que pratiquement, nous ne produisons pas beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire, c'est-à-dire, qui peut nous dire ce que nous pesons sur l'échiquier? C'est-à-dire, pratiquement, moi, je suis chez moi, je peux vous assurer que 90% de ce que vous voyez, c'est importé, hein. Donc, Sauf moi, hein, ma cravate, mes lunettes, ma montre, en il n'y a rien attendant sauf moi. en attendant un meilleur tissu industriel algérien, les sociétés Oui, commerciales étrangères ont un avenir. Je oui, oui. demanderai, avant de conclure, à Nadir, je sais pas, je pense qu'il m'entend. Nadir, s'il te plaît, si tu peux montrer Sarpi Atmani, il voudrait poser une question de vive voix à notre ami Mohamed. Avec Je ne sais pas si plaisir. tu m'entends, Nadir. Parfait. Le son est rétabli à Monsieur Atmani. Oui, OK. merci Jalil. Merci à tout le Voilà. monde. Je vous félicite pour la fluidité et l'organisation, l'animation. Très simple tout à l'heure, mais qui mériterait qu'on parle peut-être de vive voix ou on l'évitait un peu d'écrire trop de lignes incompréhensibles. J'avais posé la question tout à l'heure à l'expert, à M. Mahrez, Oui, pour lui dire est-ce que vous serez d'accord que si aujourd'hui tout le monde respecterait la fiscalité telle qu'elle est, oui, est-ce que techniquement on ne va pas dans un mur et on va créer une inflation de 25%? Juste pour poser une petite historique, hein, les années 90 ont connu en Algérie une grosse évasion fiscale pour les oui, raisons qu'on connaît. Et on est aujourd'hui, après Covid, après tout ce qui s'est cumulé comme crise sur les 2 dernières années, je pense qu'on oui, a un nouvel élan d'évasion fiscale qui se prépare. En tout cas, un oui, alibi pour ceux qui payaient et qui voudraient basculer de l'autre côté. C'est pas oui, faute d'avoir travaillé aussi bien dans le cas de la CCIAE, aussi au niveau du ministère du Commerce. Et on avait oui, travaillé sur une vraie plateforme de réforme fiscale, notamment pour la grande distribution. Donc, on a mesuré un peu l'impact. Mais de oui, manière très, très simple, sans être un expert en fiscalité, aujourd'hui, les prix en Algérie sont équilibrés à des marges très réduites. On connaît tous le niveau de concurrence et de compétition qu'il y a entre les grossistes et les oui, acteurs de la distribution, en oui, partant des industriels jusqu'à arriver à l'épicier. Si oui, chacun se mettrait à payer ce qu'il ne paye aujourd'hui, c'est-à-dire les 2% de TAP, quand bien même on enlèverait la réflexion de 30%, plus oui, toute la fiscalité et parafiscalité, chacun oui, devrait, pour équilibrer son PNL et payer les taxes et gagner un peu d'argent, augmenter ses marges de 4 à 5%. On est en oui, train de parler de 3 à 4 acteurs qui sont aujourd'hui fiscalement oui, non collaboratifs. oui, Donc c'est presque mathématique. L'équilibre aujourd'hui se fait sans marge. Si les gens vont appliquer la taxe ou payer leur fiscalité, tout le oui, monde doit augmenter ses marges. Par accumulation des marges, on aura 25% d'inflation sur les produits de grande nécessité. Et oui, du coup, le consommateur lui-même n'acceptera pas. Est-ce qu'on n'est oui, pas en train de se tromper de bataille? On pense que oui. c'est en ayant des inspecteurs ou des contrôleurs terrain plus efficaces, on réduirait l'informel. Eh bien non. Je pense que si on mettrait beaucoup plus de contrôleurs sur le terrain, on va mener le pays vers un volcan. C'est tout. Merci. Mon ami, ce que je pourrais vous dire, c'est que on est dans une position où on est en train d'assiéger la source. C'est-à-dire, ce que je pourrais vous dire en politique fiscale ou là en politique de contrôle, c'est que les gens qui ont des dossiers fiscaux, ils se font contrôler parce qu'on arrive à faire de l'analyse financière. Et bien, les gens qui n'ont pas de dossier, ils ne se font pas attraper, ils ne paient rien du tout.
Vous m'écoutez là? Est-ce que monsieur... Moi, je t'écoute, hein. Très bien. Là, je vous parle en tant qu'une personne de l'intérieur, de l'autre côté, c'est-à-dire la deuxième casquette de l'administration fiscale. Est-ce qu'on a mesuré cette pression fiscale en Algérie? Est-ce qu'on a des chiffres pour pouvoir ne pas naviguer à vue? C'est-à-dire, ce que je pourrais vous dire, c'est que est-ce qu'on a mesuré le taux de recouvrement de l'impôt? Est-ce qu'on a mesuré le taux de couverture au contrôle fiscal? Est-ce qu'on a un petit peu initié, c'est-à-dire sans chiffre? Ce que je pourrais vous dire, c'est que sans chiffre, on ne peut élaborer de politique. Moi, j'essaie de poser une question, même aux agents économiques, et j'essaie de poser cette question à l'élite algérienne. C'est quoi la politique fiscale de l'Algérie? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Donc, ce qui est intéressant, nous avons une commission, un conseil supérieur de la fiscalité rattaché à la présidence. Donc, ma foi, moi, j'ai essayé de ramener quelques rapports pour pouvoir un petit peu comprendre la situation. Je vous dis que nous sommes en porte-à-faux par rapport à la pratique. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir véhiculer une vision. La vision est d'aller vers cette réforme fiscale, faire cette réforme fiscale ensemble. Il faudrait, je pense, des leaders. Gérer le changement, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible, mon ami. Pour la TAP, j'ai élaboré une petite recherche par rapport à ça. Je me ferai un plaisir de rediscuter avec vous par rapport à ce sujet passionnant. Très bien. Donc, on est arrivé à la fin de ce Eba Uno. Il y a beaucoup de questions, je vois sur le fil des messages. Je voudrais rassurer juste les participants que ces questions auront une réponse. J'ai 2 livres à montrer aux gens. 2 minutes, monsieur, oui. 2 minutes, parce que je vais passer le micro, la parole à monsieur Jamel Abdallah, juste pour dire à nos participants qu'il y aura réponse à ces questions par notre expert. Ça sera certainement, on va essayer de tenter de le faire via notre page Facebook ou directement par envoi, mail, ou on trouvera une solution de toute façon. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Je remercie notre ami Mahrez Rami. Je vais passer la main au président du CCAE, M. Jamel Abdallah. Et juste, Jamel, il y a notre ami qui voudrait montrer des livres à la fin. Donc, je te laisse la main et je dis à tout le monde au revoir et à très bientôt. Merci, Khalil. Bah oui, allez-y, monsieur Rami. Introduisez. Donc, même par rapport à beaucoup de questions qui ont été posées, je suis honoré de montrer le livre de notre ministre Abdelatif Benachenoui, dont le thème L'Algérie sortir de la crise. C'est un livre qui décortique un petit peu notre fiscalité et nos subventions avec ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est un livre intéressant, il est en vente. Donc, il y a un deuxième livre qui parle des prix de transfert. Donc, il y a été question de financement extérieur, donc société étrangère, ça c'est important. Et puis, il y a un livre très intéressant par rapport à l'audit fiscal. D'accord, merci. Merci beaucoup. Oui. Je vous remercie donc pour avoir animé donc ce Weba Uno. Merci à vous, monsieur Rami. Donc, on a bien écouté. Un plaisir. Merci Jalil aussi pour avoir conduit donc ce Weba Uno. Donc effectivement, on a vu qu'il y a des questions assez pertinentes parce que qui restent posées d'ailleurs. Hein, donc c'est clair que si je dois relever une question, celle de notre vice-président Sahbi Atmani, donc il dit que ça pourrait créer donc l'inflation, cette histoire de fiscaliser donc l'informel. Eh bien oui, donc il faut faire des études. Je rejoins donc l'orateur, Monsieur Rami. Il faut d'abord diagnostiquer. On ne connaît pas le stress fiscal, on ne le quantifie pas. Et il faut aussi évaluer la fraude, etc. Donc c'est tout un travail à faire. Hein. Donc il est vrai que changer de système, c'est difficile. On était dans une économie de distribution et là, on veut aller vers une économie
où les gens devraient donc payer l'impôt pour que l'État puisse donc financer son budget, tout simplement. Donc, je ne voudrais pas revenir sur tout ça. Je vous dis merci donc, à nos participants, à tous. Vous avez posé beaucoup de questions. On reviendra donc dans une semaine normalement donc, sur une deuxième thématique qui traitera aussi donc, du climat des affaires. Et je vous dis bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup.